Dans le Space Talk aujourd'hui, on parle de défense spatiale et d'innovation, ou comment coordonner les besoins et les moyens pour faire face aux enjeux de la défense spatiale. Alors, nous accueillons en plateau aujourd'hui le colonel Kéan, excusez-moi, bonjour et bienvenue sur le plateau. Vous êtes chef de la division capacité au commandement de l'espace. Oui, tout à fait. Tout d'abord, bonjour à tous et puis merci de me recevoir dans cette émission. Je m'occupe effectivement de ce qui est le développement capacitaire au sein du commandement de l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Alors, tout d'abord, le commandement de l'espace, c'est un commandement qui est récent, qui a été créé en 2019 suite à la stratégie spatiale de défense, un commandement créé au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Et nous développons des capacités, c'est-à-dire l'ensemble des solutions qui viennent répondre à des besoins opérationnels. Solutions au sens matériel, on pense souvent à des équipements, mais également au sens des savoir-faire, c'est-à-dire les personnels qui doivent être formés, qui doivent acquérir des compétences pour mettre en œuvre ces matériels. Et ils font ça selon des doctrines que nous développons également nous-mêmes. Et puis bien sûr, il y a tout ce qui est aspect infrastructure, tout ce qui est entraînement qui vient constituer ce qu'on appelle les capacités. Ok. Alors vous êtes aussi en charge du laboratoire d'innovation spatiale des armées qu'on appelle le LISA et qui est donc au sein du commandement de l'espace. Et là encore, l'idée, c'est quoi avec ce laboratoire? C'est de faire émerger de l'innovation? Alors, la stratégie en 2019 a pris conscience qu'il y avait un essor dans le spatial, et c'est ce qui a justifié la mise en place du commandement de l'espace. Et cet essor est très lié à tout ce qui est innovation au niveau spatial. Je regardais votre actualité juste avant. On est vraiment sur presque une innovation continue en matière de spatial. On conquiert un nouveau domaine qui est plutôt hostile à l'humain, ce qui donne, vu de notre place, nous, des opportunités pour s'emparer de nouvelles façons de faire. Et donc, très tôt, selon les grands axes stratégiques qui ont été définis dès le début, qui sont disposés d'une autonomie d'appréciation au niveau national et également d'une liberté d'accès et d'action, liberté d'accès à l'espace et d'action dans l'espace, nous avons souhaité, et la stratégie nous a demandé de le faire, être présents au sein de l'écosystème d'innovation. Et la place idéale pour faire cela, c'était à Toulouse. Et nous avons donc implanté ce laboratoire d'innovation spatiale des armées dans l'écosystème toulousain. Et pour être très précis, au plus près, exactement, au contact des acteurs. Et pour être encore plus précis, nous sommes au sein d'Aerospace Valley, qui est un pôle de compétitivité à la fois de la région Occitanie et de la région Nouvelle-Aquitaine. Bien connu du secteur. Alors concrètement, est-ce qu'on peut connaître ces enjeux stratégiques? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on comprenne la position de la France en termes de défense spatiale et d'innovation. Vous l'avez dit, c'est nécessaire en fait aujourd'hui pour se munir d'une bonne défense spatiale, de suivre l'innovation. Est-ce qu'on est bien placé par rapport à nos voisins américains, à nos voisins chinois, à nos voisins russes, des puissances spatiales en réalité? Alors, la France est une puissance spatiale de longue date, bien sûr. C'est même très lié à ce qui s'est passé dans la mise en œuvre de la dissuasion dès le départ. Les technologies ont été lancées en termes de développement. Nous avons bien sûr ce statut de puissance spatiale que nous protégeons, que nous défendons. Et cette stratégie, non seulement a mis l'accent sur le renouvellement de nos capacités, alors capacités civiles comme militaires d'ailleurs, et au point de vue militaire, cela veut dire renouveler tout ce que nous faisons depuis assez longtemps, mais nous devons être tout le temps aux avant-postes de ces renouvellements. On pense souvent à l'observation de la Terre, on pense souvent à ce qui est l'écoute, c'est-à-dire écouter les fréquences qui sont émises depuis la Terre, mais ce qui est nouveau avec la stratégie, c'est que maintenant nous devons progresser dans le cadre de ce qui s'appelle la maîtrise de l'espace. Nous devons être en mesure d'observer de la façon la plus exhaustive possible ce qui se passe dans l'espace pour répondre à 3 enjeux qui sont voir, c'est ce que je viens d'indiquer, comprendre, c'est-à-dire il ne suffit pas juste d'observer, il faut également pouvoir en déduire. Traduire la donnée. Exactement, traduire la donnée, estimer quelles sont les intentions. Voilà. Et puis, ceci pour pouvoir agir, c'est-à-dire en fonction de ce qu'on a pu observer, être en mesure de soit réagir parce qu'on l'a observé sans trop pouvoir anticiper, voilà, des fois ça arrive, ou alors anticiper parfois plusieurs jours avant, par exemple une manœuvre ou une action quelconque qui sera au service de ce qu'on appelle les opérations spatiales militaires. Bien sûr. Alors par exemple, on peut donner un exemple, il arrive qu'un satellite d'écoute s'approche des satellites français ou des satellites alliés. Et là, il faut donc être capable de le voir arriver,
d'enregistrer sa position et éventuellement de réagir et d'aller interrompre cette écoute, si j'ose dire. Alors l'exemple que vous citez est tout à fait intéressant. Ça a été une véritable prise de conscience internationale que cette faculté de certaines nations à pouvoir s'approcher quand elles le souhaitent d'autres satellites, d'autres nations. Et c'est un des éléments. Alors on évoquait l'innovation tout à l'heure qui est porteur d'essor en matière de technologie spatiale, mais un autre événement, c'est qu'effectivement il y a de nouveaux types de comportements dans l'espace et la vocation de la stratégie décidée en 2019, c'était de répondre à ce type de comportement. Et ce à quoi vous faites référence nous évoque le cas qui avait été à l'époque présenté par la ministre d'un satellite qui s'était approché d'un de nos satellites en coopération d'ailleurs, qui était Athéna Fidus. Donc il faut pouvoir, maintenant on considère qu'il faut pouvoir parfaitement anticiper ça, pouvoir décoder ce genre de manœuvre pour pouvoir être réactif, mais en anticipation en fait. Et ça fait appel, comme vous le soulignez, à une faculté à traiter énormément de données, parce que l'espace, évidemment, par nature, c'est quelque chose de gigantesque. Comment nous accédons à cette compréhension, à cette connaissance de l'espace? Eh bien, en déployant des capteurs qui peuvent être soit répartis sur la Terre, soit qui peuvent être positionnés, maintenant, c'est ce qu'on tente de faire, positionnés dans l'espace. Alors des capteurs parfois déjà existants, dont il faut récupérer les données, ou d'autres capteurs que nous pouvons implanter. Alors c'est là qu'on en arrive, vous me devancez, c'est très bien. Parlons de ces innovations, de ces terrains d'innovation qui vont être favorables pour répondre aux besoins de défense stratégique spatiale, donc voir, entendre, être capable de réagir. Le numérique, on parle de data, allons tout de suite sur ce sujet-là. Le numérique aujourd'hui a un rôle stratégique, c'est un terrain d'innovation indispensable pour la défense spatiale et donc vous allez étudier ce terrain-là. Alors, c'est absolument fondamental en fait. Ça traduit directement, comme je l'indiquais, l'essor. Alors, on pense, en général, quand on regarde le numérique et le spatial, on pense aux services. Les services qui sont... traduction de data. Exactement. Donc, une chute des coûts, donc un accès facilité pour l'ensemble des opérateurs économiques à l'espace, ce qui pour nous offre aussi des opportunités, puisque ces acteurs-là produisent de la donnée. Alors, on parlait de la donnée en termes de surveillance de l'espace, mais il peut y avoir des services qui vont être producteurs d'autres choses. Je pense notamment aux services en orbite qui nous intéressent tout à fait. Mais pour revenir sur le numérique, ces acteurs-là vont pouvoir nous donner un nouvel accès à des données qui sont alors soit déjà existantes ou alors des données qui étaient pour nous inédites et qui viennent s'ajouter à notre propre capacité, nous, à travers notre patrimoine matériel et capacitaire, notre propre capacité à acquérir nos données en fait. Donc on joue sur les deux tableaux en fait. On profite de nos données à travers des développements technologiques anciens, mais encore une fois que nous modernisons. Et par ailleurs, il y a cette nouvelle offre qui s'ouvre à nous et qui permet notamment au LISA, que vous avez cité, le laboratoire d'innovation spatiale des armées, d'aller évaluer, d'aller regarder, faire une cartographie de ces nouvelles propositions et de nous... Dans le cadre de ce que nous développons en termes de moyens futurs, nous apporter ces nouveaux éléments que nous intégrons. Alors après, tout l'enjeu est de pouvoir intégrer ces données en fait. Alors c'est ça, comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi donc de booster, on l'a dit, cet écosystème et d'aller chercher les innovations qui pourront vous être bénéfiques à la stratégie spatiale. Ça veut dire que vous faites quoi? Vous allez financer ces startups, vous allez les appuyer, vous avez des appels d'offres. En fait, comment ça s'organise concrètement? Alors, en fait, le LISA est un catalyseur. En termes d'innovation et d'innovation de défense, alors innovation de défense par rapport à l'innovation, on pousse la logique un petit peu plus loin, c'est-à-dire que pour nous, ce qu'on veut, c'est que l'opérationnel, qui est au bout de l'action, en fait, dispose des outils dont il a besoin. Donc nous, l'innovation, elle est tournée vers ce service rendu à l'opérationnel, au sens large, pas seulement des services commerciaux. Et donc, ce qu'il faut pouvoir générer, et c'est un processus qui n'est pas cartographié, l'innovation par nature, ce n'est pas quelque chose qui se programme, il faut pouvoir faire se rencontrer des acteurs, se rencontrer des technologies, des concepts, pour que ça vienne catalyser vers des nouvelles propositions, des nouvelles solutions. Et c'est véritablement le rôle du LISA, de faire la cartographie, de regarder ce qui est pertinent, de faire du lien. Il faut faire du lien, c'est aussi des affaires humaines, c'est très important. Donc créer des liens avec nous, avec nos opérationnels, mais créer également des liens
entre les entités. Il y a différents acteurs. Hein. Bien sûr, il y a l'Agence Innovation de Défense pour ce qui est du ministère, au sein de la Délégation Générale pour l'Armement. Il y a également les régions. Hein. J'ai cité Aerospace Valley. Donc, il faut créer ces liens. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, vous allez prendre les technologies prometteuses qui vont répondre aux besoins et puis vous allez les mettre en avant auprès, par exemple, de la direction des armées ou alors auprès d'Aérovalley. En fait, l'idée, c'est d'aller les pousser, leur donner un peu de crédibilité pour qu'eux aillent chercher du financement. C'est eux qui vont financer. Absolument. Alors, juste un chiffre, le LISA, donc le laboratoire, en 3 ans, a pu rencontrer 300 entités au sens large, hein, à la fois des entreprises, des start-up, les régions. Enfin, quand on accumule tout, c'est quand même 300 entités à rencontrer qu'il faut évaluer et dont il faut juger de la pertinence en termes de proposition de valeur. Une fois que vous avez fait cela, il faut pouvoir les accompagner vers les acteurs du ministère qui vont être en mesure de leur proposer un soutien, notamment financier. Oui, c'est ça. Nous, ce qu'on leur apporte également, c'est un soutien en termes de cas d'usage, si je puis m'exprimer. Oui. Alors, on parle parfois de besoins opérationnels, mais comme on est sur un domaine qui est quand même assez nouveau, on n'a pas les prétentions d'avoir défriché l'ensemble des besoins opérationnels futurs, hein, et on y travaille bien sûr énormément, notamment au travers de la simulation, on pourra y revenir, mais il nous faut défricher l'ensemble des besoins opérationnels futurs. Mais notre approche, par exemple, avec les startups, c'est de leur présenter des cas d'usage, leur dire voilà, ce qu'on pressent, c'est que les choses vont se passer de telle manière, et il faudrait donc, si vous avez des solutions, vous pouvez y rencontrer une autre entité, et à ce moment-là, on voit des choses intéressantes à venir. Mais il y a des cas très pratiques, hein. Je peux donner un exemple peut-être, et c'est là qu'on retrouve aussi les sujets forts. On a parlé du numérique, il y a la manœuvrabilité, vous en parliez justement, de se repositionner en orbite spatiale. Vous allez bénéficier du projet ExoOps de manœuvrabilité de satellite, qui est donc un projet proposé, construit de toutes pièces par la société Exotrail, qu'on connaît bien chez Smart Space. La manœuvrabilité, c'est un sujet qui est très fort aujourd'hui dans le secteur commercial. D'ailleurs, Exotrail, cette année, a enchaîné pas mal de contrats institutionnels et privés, par exemple avec Airbus. Et vous allez bénéficier directement de cette technologie. Ça veut dire quoi? Qu'à un moment donné, vous êtes capable aussi, au commandement de l'espace, de faire des appels d'offres, enfin en tout cas de provoquer ce partenariat direct? Alors, nous sommes en étroite collaboration avec l'Agence Innovation de Défense, qui a justement cette capacité de contractuelle, en fait, dont nous ne disposons pas en propre, puisque ce n'est pas notre vocation première. Et nous travaillons donc en étroite collaboration avec l'Agence d'Innovation de Défense. Nous travaillons également en étroite collaboration avec le CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Et effectivement, ça nous permet d'accueillir ces propositions d'innovation, en fait, et de les soutenir. Alors, le cas d'Exotrail est très intéressant parce que avec ExoOps, nous développons ce qui va s'appeler très bientôt le centre de commandement et de contrôle des opérations spatiales. C'est un centre qui va... On parlait de l'exploitation de la donnée tout à l'heure. Sa vocation, ça va être d'accueillir l'ensemble des données qu'on va pouvoir agréger, de faire des calculs. On vient d'ailleurs d'acquérir une capacité de calcul haute performance pour pouvoir faire cela au sein d'un ensemble de gestion des données de type Big Data. Et on va, à partir de là, pouvoir simuler des futures manœuvres. Et c'est là où la proposition d'Exotrail à travers ExoOps Défense est tout à fait intéressante. On va pouvoir simuler des manœuvres soit de tiers, soit les nôtres, pour pouvoir imaginer cette opération dans l'espace qui va se dérouler et qu'on va planifier. Et ce que nous faisons avec ExoOps Défense, à travers un contrat donc, qui est porté par l'Agence Innovation Défense, c'est qu'en mode agile, en fait, nous, à travers des données que nous leur proposons, nous construisons cette simulation des trajectoires d'un satellite. Je vais schématiser. Quand on fait de l'observation à partir des données, on n'observe pas en continu, c'est pas une vidéo, c'est plutôt des petites photos qui sont prises de temps en temps, et c'est ces données-là qu'on récolte, et toute l'ingénierie de Exotrail dans ExoOps Défense, c'est être capable de reconstituer une trajectoire. Et comme ils sont capables de faire ça, ils sont aussi capables de dire, si vous faites une manœuvre d'un de vos satellites, voilà comment ça va se passer. Et ça fait partie des briques qu'on voudra intégrer, nous, dans notre futur centre de commandement des opérations spatiales. Un dernier mot avant de conclure. C'est une question de souveraineté aussi, d'aller pousser cet écosystème qui fait l'innovation spatiale de demain. Est-ce que vous avez dans l'idée, puisque c'est une question cruciale pour la défense spatiale, est-ce que vous avez dans l'idée d'avoir vos propres moyens
moyens de défense et ensuite d'aller vous accompagner de start-up? Est-ce que ce sera toujours des start-up françaises? Alors, d'une part, on a déjà des moyens qui sont implantés, des moyens d'observation, de la Terre et puis de l'espace, bien entendu. L'étape d'après, pour nous, ça va être rapidement de mettre en place des satellites, nos propres satellites qui sont en mesure de manœuvrer et d'avoir des capteurs dans l'espace. Alors, au travers du LISA, notamment, nous lançons un projet avec des startups pour être rapidement en mesure de le faire. Notre horizon, c'est 2025 pour un premier couple de satellites. Et donc, nous nous adressons là aussi à l'écosystème d'innovation pour pouvoir le faire très rapidement. Pour nous, le but et l'intérêt de l'innovation, c'est de pouvoir accélérer cet accès à l'espace. Donc, on comprend qu'on aura nos propres moyens au commandement de l'espace, si je peux m'inclure dans cette stratégie, et on continue à faire développer l'écosystème. Merci beaucoup, colonel Kean, d'avoir pris le temps de venir sur le plateau de Smart Space. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce talk dédié à l'innovation de défense. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.